La psychanalyse a été développée par l'Autrichien Sigmund Freud, né en 1856 et mort en 1939. Elle est considérée comme l'une des premières approches en psychologie et en psychothérapie en Europe. À la fin du XIXe siècle, la société est très puritaine. Malgré ce puritanisme, un vif intérêt existe pour tout ce qui touche à la sexualité. C'est dans ce contexte que Freud élabore la psychanalyse. En mettant l'accent dans sa théorie sur l'implication de la sexualité dans la vie de tout à chacun, il provoque un scandale. En bref, aujourd'hui, on dirait qu'il crée le buzz. Ainsi, les troubles sexuels ne sont plus appréhendés comme des manifestations uniques touchant qu'un seul type d'individu, mais comme des phénomènes universels touchant tout le monde. La psychanalyse se distance également des conceptions scientifiques du moment car elle ne valorise pas du tout le côté expérimental. En effet, Freud s'intéresse à la vie intérieure de l'être humain, les aspects non directement observables, en utilisant des méthodes de cure considérées alors comme peu objectives. L'hypnose, l'introspection ou encore les associations libres. La psychanalyse s'oppose à la conception cartésienne, donc de René Descartes, philosophe, selon laquelle notre âme et notre esprit dirigent nos actes et nos pensées. Le fameux « je pense donc je suis » de René Descartes. Selon Freud, nous ne maîtrisons pas notre conscience car elle est sans cesse influencée par notre inconscient. Ainsi, quelque chose nous échappera toujours. Enfin, les malades ne sont pas appréhendés comme des mécaniques auxquelles il faut retirer les symptômes en vue de leur guérison, mais comme des êtres en souffrance tentant de s'adapter tant bien que mal aux événements de la vie. La cure psychanalytique souhaite donc traiter non pas les symptômes, qu'elle considère comme ne représentant que les aspects visibles d'un trouble, mais bien les causes, soit les aspects cachés. Malgré cette différence, elle reste toutefois principalement ancrée dans une pensée de type linéaire. Selon Freud, le psychisme est constitué de 3 instances qu'il désigne sous les noms de « moi », « sur-moi » et « ça ». Le ça. Le ça, c'est le vilain petit canard, le petit diable. Il est formé des instincts innés, des refoulements et des pulsions considérés comme des excitations corporelles induites par des besoins et provoquant un état de tension psychique. Comme la tension liée à la nourriture, vous avez faim, non? Comme la tension liée à l'excitation sexuelle. Le ça fonctionne selon le principe de plaisir. Il veut obtenir un maximum de plaisir en laissant libre cours à la libido et aux pulsions, mais aussi en évitant le plus possible la douleur et le déplaisir. Le ça ne raisonne pas de manière logique, car, quelle que soit la réalité, il veut uniquement ce qu'il désire et ce, immédiatement. Les pulsions représentent l'énergie dont la source est l'excitation corporelle, qui provoque une tension chez l'individu. Le but de la pulsion est de supprimer cette tension qui procure alors la satisfaction. Le moi se construit durant le premier mois de la vie avec les premières frustrations. Par exemple, quand la maman ne nourrit pas le bébé tout de suite dès qu'il commence à pleurer. Le moi, grâce à son recours à la pensée rationnelle, à la raison, permet de suspendre les désirs du ça, c'est-à-dire qu'il permet par exemple au bébé d'attendre que son biberon arrive en se consolant au moyen de son pouce. Ainsi, le moi choisit à quelle stimulation ou envie répondre, quel désir assouvir et sous quelle forme. Il fonctionne donc selon le principe de réalité, car il cherche le plaisir en tenant compte de la situation et de ce qui est acceptable ou non. Le surmoi représente les valeurs morales et sociales des adultes, comme par exemple les interdits sociaux ou les lois. Le surmoi comprend aussi l'idéal du moi, qui détermine les comportements à adopter par rapport à des idéaux de perfection. Le surmoi est donc un tantinet perfectionniste. Par exemple, l'idéal du moi peut pousser une personne à se donner corps et âme dans son travail car elle doit être une parfaite secrétaire.
Le surmoi n'a pas de processus logique. Il n'y a que la perfection qui compte. Il exige le refoulement total du ça, de toutes ses pulsions et donc du plaisir. Le surmoi, c'est le gendarme de notre inconscience. En outre, le psychisme est constitué de deux aspects séparés par la censure. Il y a le conscient et l'inconscient. Le conscient correspond aux pensées, sentiments et actions dont nous prenons instantanément conscience, que nous pouvons identifier et nommer. Il contient le moi et le surmoi. Quant à l'inconscient, il correspond aux pensées, pulsions ou désirs qui échappent à l'activité consciente normale. Il contient le fameux ça, mais aussi une partie du moi et du surmoi. Il stocke depuis l'enfance les émotions et les vécus douloureux qui sont source de conflits trop lourds à porter. Le fonctionnement de ce système, de ce psychisme, détermine la personnalité d'un individu. Il varie donc d'une personne à une autre. Freud a mis en évidence le rôle de la petite enfance dans le développement affectif de la personnalité du sujet. Il pense que tout est joué à l'âge de 5 ans sur le plan de la personnalité. Le développement de la personnalité consiste en un apprentissage qui permet de trouver de meilleures méthodes pour refouler les pulsions du ça dans l'inconscient, pour réduire les tensions nées de l'émergence du ça, pour jongler avec les exigences du surmoi et avec l'expression et les limitations du moi. Mais cette balance ne peut pas se faire sans règles. C'est pour ça que le moi développe des mécanismes de défense qui permettent de faire face, d'intégrer des conflits, de réduire des tensions et des frustrations. Les mécanismes de défense servent donc à repousser les expériences douloureuses dans l'inconscient. On va en citer deux, par exemple, qui sont célèbres. On a le fameux refoulement, qui est un mécanisme de défense très puissant et qui permet d'écarter une représentation de la conscience en la mettant dans l'inconscient. Par exemple, on peut refouler l'attirance qu'on a pour une personne. Un autre mécanisme de défense bien connu, le déni. Le déni est le refus de percevoir un événement dans la réalité externe vécu comme dangereux ou douloureux pour le moi, comme le fameux déni de grossesse. Selon la psychanalyse, les causes des troubles psychiques sont liées à un dysfonctionnement de l'une des structures du psychisme, apparaissant souvent durant l'enfance. La psychanalyse postule qu'un problème dans le présent, comme par exemple des angoisses, des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur, serait donc expliqué par des émotions non exprimées et oubliées liées à un événement marquant ou traumatisant vécu dans le passé, souvent pendant l'enfance. Ces émotions passées, non exprimées, se trouveraient alors dans l'inconscient, mais se manifesteraient par des symptômes physiques dans le présent. Selon Freud, rendre conscient ce qui se trouve dans l'inconscient permettrait de traiter la pathologie. Il utilise alors plusieurs méthodes permettant de résoudre les problèmes présents chez l'individu. Le point commun de chacune de ces méthodes est l'analyse de la verbalisation de ce qui est conscient et la diminution de la censure, dans le but d'accéder à l'inconscient. Il utilise par exemple l'association libre. En fait, c'est le truc classique qu'on voit dans tous les films. Le patient doit dire tout ce qu'il pense, sans censure, il est couché sur un canapé, et ça pour éliminer tout contrôle de la part du conscient. Freud considérait les rêves comme l'expression des désirs qui n'ont pas droit à l'expression consciente. Il les appelait la voie royale à l'inconscient. Lorsque les sujets dorment, les défenses psychologiques sont relâchées. Chaque rêve est la réalisation déguisée de désirs refoulés. À travers le rêve, le dormeur tente d'accomplir un désir non atteint durant la journée. L'analyse des comportements quotidiens. Freud parle de déterminisme psychique. Le comportement de tout être est causé par des processus à la fois conscients et inconscients. Le psychanalyste doit être à l'écoute du comportement de son patient. Il doit donc relever tous les détails insignifiants dont parle le patient et qui ont, pour le psychanalyste, une grande importance. On peut aussi y ajouter d'autres méthodes comme l'analyse des actes manqués, les lapsus, l'analyse du transfert ou encore l'utilisation de l'hypnose. Et aujourd'hui, qu'est devenue la psychanalyse ? Eh bien, la psychanalyse a évolué durant tout le XXe siècle, changeant certains aspects liés au traitement ou aux théories freudiennes. Elle se décline aujourd'hui sous plusieurs formes, comme par exemple la psychodynamique ou la psychothérapie psychanalytique. Elle est encore fortement critiquée par les autres approches en psychologie.
Malgré ces critiques, la psychanalyse est très présente en Europe et en Amérique du Sud. À bientôt pour un nouveau cours sur Psychose.